Bonjour à tous et bienvenue à cette table ronde Être une industrie lourde et contribuer à la neutralité carbone. Je suis Anne Bringot, coordinatrice des opérations au Réseau Action Climat et je vais avoir la joie d'animer cette table ronde. Et pour commencer en ouverture, un mot par vidéo d'Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, chargée de l'industrie. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux de pouvoir introduire la table ronde Industrie lourde et décarbonation qui va suivre. Face à la situation économique sans précédent que connaît notre pays, le gouvernement a présenté le 3 septembre dernier France Relance. C'est un plan ambitieux qui vise d'une part à retrouver le niveau d'activité d'avant la crise d'ici 2022 et d'autre part à accélérer la modernisation et la transition écologique de notre économie. C'est une priorité. 100 milliards d'euros vont être investis, dont 40 milliards d'euros provenant d'un accord européen historique. Et pour l'objectif de transition écologique, c'est 30 milliards d'euros, un montant inédit qui est dédié à cette transition écologique. Cette priorité stratégique, elle doit d'abord répondre à l'urgence climatique. Aujourd'hui, c'est une crise sanitaire qui ne connaît pas de frontières, mais demain, ce sera peut-être une crise environnementale. La transition vers une économie décarbonée n'est pas une option, c'est une nécessité. Et pour atteindre cette ambition, ma conviction, et celle du gouvernement, c'est qu'il faut sortir de la vieille opposition entre économie et écologie, et en particulier entre industrie et écologie. Car c'est en développant de nouvelles technologies et en nous servant du levier de l'industrie 4.0 que nous trouverons les solutions pour décarboner les transports, pour construire des logements en minimisant leur empreinte CO2 et pour inventer des processus productifs moins énergivores. Dans l'industrie, l'empreinte carbone représente 20% des émissions totales de notre pays. C'est pourquoi nous avons un volet de soutien à la décarbonation dans l'industrie dans le plan de relance. Cet effort mobilise 1,2 milliard d'euros d'ici à 2022 et 200 millions d'euros dès cette année pour stimuler les investissements. Ce soutien passe par 2 appels d'offres lancés la semaine dernière. Le premier porte sur l'investissement dans des procédés industriels moins émetteurs de carbone, par exemple en améliorant l'efficacité énergétique de l'industrie lourde. Le second porte sur la compensation du surcoût de l'énergie décarbonée par rapport aux énergies fossiles. Ces dispositifs seront prolongés et amplifiés pour accompagner les investissements dans des procédés de manière plus large. Ils seront également accompagnés d'une aide en guichet pour soutenir les investissements des PME et TPE dans l'efficacité énergétique. France Relance fait aussi de l'ancrage territorial des entreprises une priorité. Soutenir l'accès à une chaleur décarbonée et à une énergie plus propre et produite en France, c'est soutenir les filières de production de biomasse et c'est ancrer les sites industriels qui la consomment dans les territoires. Enfin, notre ambition est de développer une véritable filière hydrogène d'avenir pour l'industrie et les transports. Nous avons annoncé la semaine dernière notre stratégie nationale hydrogène, avec 2 milliards d'euros d'investissement d'ici à 2022 et 7 milliards d'euros d'ici à 2030, dans le cadre du programme d'investissement d'avenir. Ces moyens témoignent de notre ambition pour mobiliser la décarbonation accessible avec les technologies d'aujourd'hui, mais également pour préparer les solutions de demain. C'est une ambition qui est d'ailleurs partagée avec nos voisins, qui misent aussi sur l'hydrogène avec des moyens comparables. Pour que cette décarbonation ait un sens et qu'elle ne diminue pas la compétitivité relative de notre industrie, nous allons veiller à ce que la concurrence soit plus loyale en matière environnementale. Par exemple, dans le cadre du Green Deal européen, nous soutenons activement la mise en place rapide d'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui doit assurer que les produits importés comme l'acier, l'aluminium ou le ciment payent le juste prix pour leur impact climatique. Pour autant, l'État ne peut pas tout. C'est pourquoi cette transition, les entreprises de l'industrie doivent s'en saisir à bras-le-corps. Vous devez en faire votre priorité. Quand je lis que 83% des membres de conseil d'administration d'entreprises cotées pensent que le risque climatique est une priorité, mais que seulement 7% des entreprises en question ont réalisé des analyses prospectives sur ce risque, je me dis qu'il y a une forme de schizophrénie qui doit cesser. Alors, agissons concrètement et relevons ce défi pour bâtir l'industrie française de 2030. Une industrie décarbonée, à la pointe technologique et accédant à une énergie propre et compétitive. Je vous remercie.
Représente 18% des émissions de gaz à effet de serre en France et la stratégie nationale bas carbone a fixé pour objectif une baisse de 35% de ces émissions en 2030 et de 81% en 2050 pour atteindre la neutralité carbone. Cela implique des transformations majeures et le plan de relance peut être l'occasion d'accélérer ces transformations, d'autant que l'industrie est un secteur très particulier sur les émissions de gaz à effet de serre, puisque les émissions sont concentrées sur quelques secteurs fortement intensifs en énergie. À titre d'exemple, 40 sites industriels les plus émetteurs de gaz à effet de serre représentent 10% des émissions de gaz à effet de serre. Donc on parle ici de chimie, de sidérurgie, de cimenterie, de raffinage. Voilà les activités qui vont devoir se transformer dans un secteur dans des secteurs qui sont de plus en plus concurrentiels, avec une concurrence internationale forte, des sites industriels qui sont vieillissants, également fortement capitalistiques, donc des besoins d'investissement forts, et puis des défis technologiques, parce que cette décarbonation, elle va passer par des changements de process très importants et également un souhait de relocalisation des activités. Donc on voit des enjeux très importants qui nous attendent, notamment dans les 10 années à venir. Daniel Grémillet, sénateur des Vosges, comment voyez-vous cette transition? Comment envisagez-vous effectivement l'action du Parlement pour accompagner cette transition de l'industrie lourde? Bonjour à tous. Écoutez, le sujet, il est d'importance puisque cette industrie lourde a déjà diminué de 44% depuis 1990 ses émissions, mais manifestement, comme ça vient d'être rappelé, les objectifs de 2030 et 2050 nécessitent des efforts considérables. Et ces efforts, ils doivent être placés à la fois sous un angle une électrification davantage du secteur industriel. Et il y a deux échelons qui sont pertinents, l'échelon européen avec le système européen d'échange de quotas carbone, et puis à l'échelle nationale sur les obligations d'audit énergétique. Pour autant, et cette situation est largement insuffisante pour répondre aux défis posés sur la décarbonisation de l'industrie lourde, on a un défi énergétique, hein. Le défi énergétique, c'est de réduire de 40% sa consommation d'énergie et d'augmenter de 70% son électrification. C'est un rendez-vous auquel il faut qu'on soit capable dans notre pays de réaliser. Et puis le défi concurrentiel et le défi socio-économique, il ne s'agirait pas à travers cette stratégie que l'on mette en situation de fragilité, voire de délocalisation de savoir-faire et de production dans notre pays. Et la ministre et vous-même, vous venez de l'aborder. Pour le Sénat, c'est un sujet sur lequel nous sommes très attachés. Il faut être au rendez-vous effectivement de 2030-2050, mais il nous faut, à travers le défi technologique, être capable de garder ces industries dans un modèle nouveau. Le travail qui a été fait au niveau du Sénat, notamment dans le texte énergie-climat, rappelle plutôt à l'État une obligation d'impulser une politique de recherche et d'innovation qui favorise l'adaptation des secteurs. Donc, il faut aller bien plus loin. On parle d'industrie vieillissante, de sites industriels, effectivement, peut-être ayant déjà de nombreuses années, donc ayant vécu. Mais si on veut réussir cela, ça passe par l'innovation et ça passe par des moyens donnés à ces entreprises au niveau de la recherche et de l'innovation. Il y a aussi tout le sujet de développer l'hydrogène bas carbone. Et là, sur le sujet, nous étions très en pointe au niveau du Sénat, au niveau de la Commission des affaires économiques, et ça a été voté par notre Assemblée. Mais nous voyons que le rendez-vous de la France, certes, il y a des éléments dans le plan de relance qui sont positifs, mais qui sont déjà inférieurs à ce que va mettre l'Allemagne au niveau de son ambition hydrogène. Donc le dossier hydrogène est en train de se jouer dans notre pays. Ça fait partie des énergies qui nous permettront d'atteindre les objectifs ambitieux de 2030-2050. Mais là, il nous faut des moyens considérables pour gagner de la compétitivité et surtout une forme industrielle de cette production énergétique. Il y a un point sur lequel je voudrais vraiment insister. Il y a eu une ambition qui a été donnée à travers le vote et l'accord en CMP entre l'Assemblée nationale et le Sénat sur la loi énergie-climat. Je regrette et nous regrettons et c'est le travail que nous avons fait avec mes collègues
au niveau du Sénat, Roland Courteau et Daniel Dubois, nous avons seulement 21% des mesures réglementaires et 7% des ordonnances qui ont été prises. Il y a une urgence en termes de calendrier. Ne tardons pas à appliquer la loi. Les années et les mois que nous perdons sont précieuses pour la compétitivité, sont précieuses pour le climat, et il y a une obligation pour nous de la mettre en œuvre. Et en fait, enfin, il y a un point sur lequel l'ordonnance sur l'énergie et le décret sur les C2E qui, là aussi, ne sont toujours pas publiés. Il y a un autre point que je voulais évoquer, c'est le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'Union européenne, car il permet de rétablir les conditions d'une concurrence plus équitable. Donc, il y a une situation à l'intérieur de l'Europe, mais il y a une situation aussi à aborder au niveau des importations aux frontières européennes, si on veut replacer en termes de concurrence, si on ne veut pas mettre notre économie française européenne en situation de fragilité. Et il nous faut aussi renforcer la compétitivité de l'électricité décarbonée. Et d'ailleurs, sur le plan de relance, je suis surpris de voir que sur le nucléaire, on est sur une somme très réduite, puisqu'on est aux alentours de 500 millions d'euros sur l'énergie nucléaire, alors qu'elle représente et qu'elle représentera encore, y compris en 2050, une part significative au niveau de notre production énergétique. Et enfin, il est impératif d'améliorer les dispositifs dédiés au verdissement de notre économie, c'est-à-dire que le compte d'affectation spéciale transition énergétique doit être maintenu. Et là, pour nous, c'est très important. Le fonds chaleur renouvelable nécessite une rehausse aussi. Et puis, le critère bilan carbone que j'avais introduit au niveau du Sénat, qui a été voté au Sénat et repris au niveau de la commission mixte paritaire, il est absolument stratégique que lorsque nous importons, qu'on fasse le bilan carbone de ce que nous importons, parce que là, on verra qu'on redonne vraiment de la compétitivité à notre industrie. Voilà ce que je souhaitais apporter comme complément à l'intervention suite à l'intervention de Madame la Ministre. Et Merci. excusez-moi dans les conditions dans lesquelles je fais ça depuis ma voiture, puisque j'avais promis à Anthony d'être présent. Je suis présent, mais comme je suis en campagne sénatoriale, je fais ça entre deux rendez-vous de mairie. Voilà. Merci, effectivement, dans des conditions pas forcément évidentes. Merci, Daniel Grimillet, pour ce partage. Effectivement, cette urgence dont vous parlez, elle est bien là. On a vu des baisses d'émissions sur l'industrie, vous l'avez dit, dans les années précédentes, qui étaient en partie liées à des politiques d'efficacité énergétique, voire parfois à des fermetures de sites, des délocalisations. Maintenant, on rentre un peu plus dans le dur, il va falloir changer de process. Vous parliez effectivement d'hydrogène qui pourrait devenir une nouvelle source d'énergie, mais voilà, après, c'est un vecteur, donc à voir comment aussi est produit cet hydrogène. Mais ces transformations à venir, donc l'ADEME a ce rôle un petit peu de se projeter. Thomas Gourdon, responsable adjoint du service industrie de l'ADEME, comment voyez-vous cette transformation où maintenant on rentre un petit peu dans le dur pour l'industrie lourde? Est-ce qu'elle s'y prépare? Comment vous pouvez l'accompagner? Là, vous m'entendez? Oui. Effectivement, comme ça a été bien souligné, l'industrie part pas de zéro. L'industrie a fait des efforts déjà depuis 15-20 ans pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Mais la question qui est posée maintenant avec l'accord de Paris et le rapport 1.5, comment est-ce qu'on franchit une étape beaucoup plus ambitieuse? Et ça, je pense que ça nous appelle tous collectivement un petit peu à beaucoup plus repenser la décarbonation de l'industrie. Je pense que les penseurs de la transition en général ont peut-être un petit peu laissé passer l'industrie de côté, où historiquement, on a eu, ou dans les médias, beaucoup plus de narratives, d'histoires racontées autour de la mobilité, de l'agriculture à travers l'alimentation, ou de la rénovation énergétique des bâtiments. Et il me semble que là, côté industrie, on a un déficit peut-être d'acculturation commune, tant côté pouvoir public que industriel, que grand public, autour des enjeux associés à ça. Ça s'explique, comme je disais, parce que c'est pas forcément très sexy, c'est-à-dire que la presse ne comprend pas forcément ça, donc je pense que c'est un vrai enjeu à vulgariser ces enjeux-là. Ça touche pas directement le citoyen.
Ou alors, quand ça le touche dans des sphères qui sont peut-être un petit peu anxiogènes, parce qu'on pense tout de suite à l'emploi, on pense à des notions d'import-export, ça fait un petit peu peur. Et il faut arriver à démystifier ça. Et puis, je pense que ça a été un petit peu oublié parce qu'on s'est dit, il y a le mécanisme européen d'échange de quotas, il y a ETS, c'est réglé. Et en fait, on voit que la question est absolument pas réglée, parce que déjà ETS, c'est relativement inefficace à ce stade-là. Alors même si là, il y a un signal prix qui commence à apparaître et se stabiliser autour de 25 € la tonne, mais globalement, on peut pas dire que ça a été d'une grande efficacité depuis sa mise en place. Et puis, c'est extrêmement complexe. Donc en fait, quand on commence à rentrer dedans, si on n'est pas spécialiste, on s'y noie vite, donc c'est dur à vulgariser. Donc je pense qu'il y a un vrai enjeu pour s'approprier le sujet, de comprendre là où on veut aller. Et là où on veut aller, ça nécessite d'être assez clair et assez transparent côté pouvoir public et côté industriel. Moi, j'ai fait partie des grands frustrés des débats autour de la révision de la stratégie nationale bas carbone, parce que justement, sur le secteur industriel, il n'y a pas eu de débat. Donc, ou très très peu. Et je pense que ça, c'est un vrai frein à l'action. Donc, on a effectivement entamé, côté ADEME, avec les industriels, le lancement de plans stratégiques de transition, des plans de transition sectoriels, parce qu'on a la conviction que si on ne fait pas les travaux suffisamment fins, c'est-à-dire que les secteurs que vous avez cités, il ne faut pas les prendre comme un tout, il faut adresser leurs spécificités dans des détails assez fins, tant en termes de technologie qu'en termes de contraintes économiques, que d'emploi et derrière de plans d'action. Et si on ne fait pas ça, en fait, on aura du mal à avancer. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a commencé avec l'industrie cimentière il y a maintenant 1 an. On va publier nos premiers travaux là dans les semaines qui arrivent et qui montrent que globalement, et c'est réplicable un peu sur ces grands secteurs-là, on a affaire à 3-4 gros enjeux qui reviennent systématiquement. Un enjeu technologique, ça a été abordé, c'est-à-dire qu'en fait, il faut arriver à jouer sur tous les leviers. Il n'y aura pas de solution unique, même pour un secteur, il n'y aura pas de solution unique. Donc, il faut de toute manière être très sobre en termes de matière. Donc, il est question de recyclage, d'efficacité de matière. Il est question d'efficacité énergétique, évidemment, ça a été rappelé. On peut faire beaucoup mieux. OK, il y a certains acteurs qui sont déjà au taquet, presque au taquet, mais certains autres, même dans ces gros secteurs-là, qui ont encore des efforts à faire. C'est pas qu'ils veulent pas les faire, c'est qu'on a des questions de limitation de capex, de capacité d'investissement, tout bonnement, dans un secteur concurrentiel. Mais la question de la sobriété, on voit que dans tous les scénarios, au niveau mondial, européen ou même français, il faut arriver à être sobre, globalement sobre, en matière, en énergie. Deuxième point, ça a été déjà pas mal soulevé, c'est le changement de mix. C'est-à-dire qu'il faut arriver à passer d'un mix carboné à un mix décarboné. Donc, il y a eu des annonces la semaine dernière dans le cadre de France Relance. Donc, le mix, en fait, c'est quoi? C'est globalement électrifier les usages ou passer au renouvelable, pour avoir ce mix décarboné. Et puis, in fine, il y a des technologies plus innovantes à travers soit l'hydrogène, donc dans certains secteurs, on en parle, ou la capture et le stockage du carbone qui font partie du panel de solutions, mais sans doute à des ampleurs limitées. Ça, c'est pour la technologie. Donc, il faut à la fois investir d'un point de vue économique maintenant dans des technologies matures qui existent. On l'a dit, l'industrie est quand même globalement vieillissante. Là où il ne faut pas avoir de complexe, c'est les Allemands, et je pense qu'Oliver pourra en parler, ont publié une étude il y a 1 an qui disent que globalement, dans les 10 prochaines années, l'industrie lourde doit renouveler 70% de son parc. Donc, on n'est pas les seuls. Enfin, je pense qu'il faut vivre avec cette réalité en France, mais on n'est pas les seuls. Et donc, il y a ce souci de venir revamper, comme on dit, les sites, pour pouvoir partir sur des bases saines. Parce qu'autrement, on ne va pas mettre des super freins à disque sur un vélo d'occasion. Non, il faut partir sur des bases saines pour pouvoir brancher l'innovation. Et du coup, ce revamping, la frustration qu'il peut avoir, c'est que c'est très gourmand en CAPEX, mais que ça abat globalement pas tellement de CO2. Mais il faut passer par cette étape-là pour derrière investir sur de l'innovation. Et ça, il en a été question. Et là, je pense qu'il y a un vrai défi en termes d'articulation des soutiens, tant au niveau régional, national qu'européen. Et puis, un troisième élément que je voudrais souligner, c'est effectivement l'aspect territorial. Là, je pense qu'on aura aussi l'occasion d'y revenir. Mais il y a des spécificités technologiques, économiques et en termes d'emploi au niveau territorial.
Et le fait de penser la transition pour chacun de ces secteurs-là de manière très fine doit aussi nous amener à penser la transition sur des grosses zones industrielles ou portuaires qui concentrent énormément d'émissions. Alors, il y a effectivement Dunkerque, Le Havre, qui remonte jusqu'à Port-Jérôme, Nantes-Saint-Nazaire, Fos-sur-Mer évidemment, la vallée de la Chimie, des sites en Grand Est. Donc ça, c'est vraiment les grosses poches industrielles dont il faut arriver à penser la transition. Et pour la penser, il faut vraiment qu'il y ait un dialogue pouvoir public et industriel, parce qu'il faut penser les nouvelles infrastructures. Les nouvelles infrastructures, on a parlé d'hydrogène, les infrastructures de chaleur, il faut construire des pipes de chaleur, des autoroutes de la chaleur décarbonées, et pourquoi pas des pipes de CO2 pour venir capturer ces choses-là. Mais tout ça, si on ne dialogue pas autour de vrais enjeux, en fait, on va se raconter des belles histoires. Et là, il faut vraiment franchir une étape dans le dialogue. Ça nous amène aussi peut-être à une question qui est autour de la politique publique derrière. Donc, il y a des guichets qui se mettent en place. Moi, j'ai la conviction qu'il faut arriver à concevoir des politiques publiques de haute couture avec ces industriels-là. On l'a dit, c'est fortement concentré. Et donc, ça se joue sur un nombre très limité d'acteurs. Donc, il faut qu'on arrive, côté pouvoir public, à accompagner en one-to-one les industriels pour mettre en application ces stratégies industrielles de décarbonation. Voilà assez rapidement ce que je voulais apporter au débat pour introduire. Merci Thomas Gourdon pour avoir dressé un petit peu ce tableau des leviers effectivement et ce qu'il faudrait commencer à mettre en œuvre ou accélérer avec les acteurs particulièrement concernés. Et justement, comment ça se passe ou comment s'envisage ou s'engage cette transition pour l'un des acteurs qui fait partie d'un des secteurs les plus émetteurs, le ciment. Je vais donner la parole à Éric Bourdon, qui est directeur général adjoint des cimenteries Vicat. Et bonjour à tous et merci tout d'abord pour votre invitation à cette table ronde. Et comme l'a dit Thomas Gourdon, le dialogue est extrêmement important et donc c'est une belle opportunité pour nous de pouvoir exprimer quelles sont nos réussites, mais aussi nos craintes et les freins pour aller vers la décarbonation. Tout d'abord, Vicat en quelques mots. Vicat est une entreprise française qui a été créée il y a maintenant plus de 167 ans dans la lignée de Louis Vicat, qui est l'inventeur du ciment artificiel en 1817. Et l'entreprise est aujourd'hui toujours sous contrôle familial. Alors quand on parle d'entreprise vieillissante, ce que j'ai entendu juste avant, 1817, l'invention du ciment, c'est super vieux, voilà, entreprise familiale depuis, ça sent le sapin, non, et non. Vicat est une entreprise innovante depuis 1817 et continue à transformer ses outils, à les adapter. Il est vrai que, et on y reviendra tout à l'heure, qu'il n'y a pas de transformation, on ne remplace pas une ligne de cuisson tous les 2 ans. C'est un capex, enfin c'est un effort capitalistique qui est extrêmement important et que l'on ne peut pas réaliser tout le temps. Mais donc, pardon pour ça, le terme de vieillissant me gêne et donc je souhaitais l'aborder dès le départ. Alors, quels sont les faits quant aux émissions de CO2 vis-à-vis de mon métier? Donc, tout d'abord, le béton est produit grâce au ciment, qui est la colle. Et le béton est la substance qui est la plus utilisée aujourd'hui sur la planète, juste après l'eau. Donc, ce matériau peut être substitué partiellement par d'autres, moins émetteurs ici ou là, mais en tout cas, aujourd'hui, il n'est pas substituable ni au prix, ni à hauteur des volumes consommés dans le monde pour les besoins de la construction. Le ciment, donc la colle du béton, donc, est responsable, c'est vrai, de 5 à 7% des émissions annuelles de CO2 dans le monde. Et combien de ciment est consommé dans le monde? C'est 4,6 milliards de tonnes par an. Donc c'est énorme. On a parlé aussi de sobriété tout à l'heure, et en effet, il faut y aller, on est d'accord avec ça, mais on parle de sobriété en partant de 4,6 milliards de tonnes consommées par an. Et c'est sur une pente croissante. Bon, on travaille dessus, on a des idées et on s'inscrit là-dedans. Mais il ne faut pas imaginer que d'un seul coup, ces 4,6 milliards de tonnes vont pouvoir être remplacées par autre chose. Ce n'est pas possible, pas aujourd'hui. Ça n'est pas possible. On a parlé aussi, monsieur le sénateur, de l'empreinte carbone, qui est effectivement à comparer aux émissions. Les émissions en France, les émissions de CO2 ont baissé. Mais malheureusement, l'empreinte carbone, c'est-à-dire l'empreinte liée à la consommation en France, a augmenté. Et c'est un point majeur dans les risques que nous vivons. Il a été abordé tout à l'heure
le système ETS, hein, donc les quotas de CO2 qui sont imposés aux cimentiers européens. Il y a la Suisse maintenant qui va rentrer dedans. Il y a d'autres pays qui s'inspirent de ce système, qui est pas loin d'être parfait, comme l'a évoqué Thomas Gourdon, tout à fait. Et surtout, il n'est pas complet. C'est-à-dire que là, à partir de l'année prochaine, sans rentrer dans le détail, en effet, le prix du carbone va monter significativement. Les quotas gratuits dont bénéficie le secteur du ciment vont diminuer. Et donc, ça va se transformer en un coût supplémentaire, une charge supplémentaire dans le coût de production. Et ce coût supplémentaire, nous ne pourrons pas le transférer sur le marché si, aux bornes de l'Europe, il n'y a pas un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. S'il n'y a pas ce mécanisme-là, la fuite carbone, c'est-à-dire les sites de production en France et en Europe qui vont aller vers l'étranger, ce sera une réalité. Ce ne sera pas juste des mots, malheureusement. Nous faisons tout, évidemment, pour rester ici et faire en sorte que la réglementation et la législation aillent dans le sens de la protection de l'industrie en Europe et même de revenir en Europe et de le renforcer, comme l'a dit Madame la ministre dans la vidéo de présentation. Voilà. Bon, tous ces faits, de toute façon, pour nous, renforcent notre engagement pour décarboner le ciment, bien sûr. Mais pas uniquement le ciment. Nous travaillons aussi sur toute la chaîne de valeur de la construction, c'est-à-dire des matières premières, en passant par la construction, l'usage, la vie de l'ouvrage, la phase de démolition et le réemploi, ainsi que le recyclage du matériau, qui est un axe extrêmement important sur lequel nous sommes déjà et qui va permettre d'aller dans le sens de la sobriété de la production. C'est une forme de sobriété, le recyclage. Alors, est-il possible de transformer une telle industrie? On a parlé de volumes colossaux, d'intensité capitalistique très forte, de vieillissante. Bon, j'ai évoqué ce terme. Est-ce que c'est possible de la transformer? Oui, c'est possible. C'est possible. Et on a déjà commencé à le faire. Évidemment, il faut prioriser les actions. Nous avons déjà, depuis 1990, Vicat réduit de 15% nos émissions de CO2 à la tonne de ciment produite. Et nous allons encore les réduire de 13% entre maintenant et 2030. Ça, on peut s'engager là-dessus, nous nous sommes engagés là-dessus, parce que ça fait appel à des technologies existantes qui sont aujourd'hui matures. Et certaines aussi de ces technologies permettent des actions qui sont autoportantes, dans le sens où c'est déjà économiquement viable. Je pense notamment à la substitution des combustibles primaires fossiles, le charbon, le fioul, par des combustibles alternatifs, tels que les déchets, qu'ils soient issus de la biomasse ou pas. Et donc ça, c'est déjà réalisable aujourd'hui, réalisé, et c'est autoportant. Il n'y a pas besoin de subventions. Ensuite, il y a des technologies qui, elles, sont aussi matures, mais pour lesquelles le marché n'est pas mature. Je pense notamment à la réduction de la quantité le clinker, le sous-produit fini qui sort du four, qui rentre dans la composition du ciment et qui concentre le CO2. Donc on peut réduire cette quantité de clinker, ça marche, on sait faire ça, mais il faut que le marché soit prêt, tout d'abord, à payer le supplément de coût, parce que ce sont des investissements, et il faut qu'il soit prêt à accepter qu'il y ait quelques variations dans la performance du ciment. Voilà. Et ça, je peux vous dire que le marché n'est pas encore tout à fait prêt. Il y a encore un petit peu de travail à faire, mais on y travaille tous ensemble. Voilà. Donc ensuite, quels sont les faits, les axes sur lesquels nous travaillons. Donc, je l'ai dit, nous travaillons beaucoup sur le ciment. Nous travaillons aussi sur la réduction de la quantité de béton dans la construction. Et là, l'impression 3D est une piste sérieuse. Nous avons déjà des chantiers en cours, de manière à réduire la quantité de béton dans une infrastructure. On peut imaginer l'os humain qui est très, très poreux, avec une concentration de matière là où il y a des efforts. Et ben on peut imaginer faire la même chose avec l'impression 3D. Alors qu'aujourd'hui, on ne peut pas quand on utilise la technologie du coffrage classique. Nous travaillons aussi sur la recyclabilité des matériaux, j'en ai parlé, et la mobilité verte. Ça a été évoqué. Nous sommes inscrits dans le plan hydrogène de France Relance,
avec 2 projets majeurs. Pourquoi? Alors, qu'est-ce que vient faire le ciment là-dedans? En fait, quand on va capturer le CO2, il va falloir en faire quelque chose. Nous ne sommes pas toujours proches des clusters de Dunkerque, du Havre ou de Fos-sur-Mer qui permettent d'aller ensuite en mer du Nord notamment pour enfouir le CO2 dans les sous-couches géologiques. Nous sommes parfois, enfin, dans notre cas, dans le centre de la France, loin des ports, et donc nous devons travailler sur des solutions de carbon capture and usage, donc de valorisation du CO2, de manière à ce que le CO2 devienne une matière. Et la molécule d'hydrogène devient là importante pour pouvoir combiner le CO2 et en faire du méthane, du méthanol ou d'autres choses. Nous avons des projets qui vont dans ce sens, et en travaillant sur ces projets, nous avons pris conscience aussi de l'intérêt du territoire pour l'hydrogène. Donc, nous travaillons à la production d'hydrogène pour nos propres besoins de décarbonation, mais aussi pour décarboner le territoire. Et là aussi, nous avons des projets avec le CEA notamment pour utiliser de la technologie d'électrolyse à haute température. Donc, l'hydrogène est en effet un axe majeur et dans lequel le cimentier a toute sa place. Alors, je ne vais pas vous lister toutes les actions sur lesquelles nous sommes parce que ça pourrait prendre pas mal de temps. Maintenant, quels sont les freins? Alors, certains ont été déjà cités. Il est clair que transformer une usine, un site de production, une ligne de production, si on remplace tout, ça coûte extrêmement cher. Mais comme l'a dit aussi Thomas Gourdon, parfois, malheureusement, une fois qu'on est arrivé à toutes les technologies faciles, matures, il faut aller dans le dur et remplacer en effet des gros morceaux de la ligne de production, et ça coûte plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de millions d'euros. Avec un gain CO2, comme ça a été aussi évoqué, pas forcément extrême. Donc là, on va avoir clairement besoin d'accompagnement là-dessus pour pouvoir y aller, parce que ça présente un risque majeur économique, comme vous pouvez le comprendre. J'ai parlé de la maturité du marché, qui n'était pas toujours, enfin pas tout de suite encore au rendez-vous, même si c'est encore en train de monter. J'ai évoqué la réglementation, avec la nécessité d'avoir, en complément au système ETS, un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Sinon, ce ne sera pas possible de le réaliser. Et puis ensuite, il y a les technologies dites de rupture, c'est-à-dire notamment pour le carbon capture and usage ou le carbon capture and storage, ces technologies visent à modifier significativement la ligne de production. Je pense à une technologie oxyfuel notamment, significativement, et avec un risque technologique majeur, associé à un risque de coût, bien sûr, aussi lié à la capture de ce CO2. Et puis un risque aussi sur la qualité du produit. Nous ne sommes pas certains de pouvoir produire exactement la même qualité que ce que nous produisons aujourd'hui. Donc ça fait énormément de risques. Mais malgré tout, nous sommes aussi engagés dans ces technologies de rupture, maintenant, dans des études, dans des pilotes, des travaux sur paillasse, des pilotes semi-industriels d'ici à 2030, de manière à faire en sorte que dans la décennie suivante, nous puissions commencer à produire du ciment avec ces nouvelles technologies qui permettront de réduire significativement, de faire le pas supplémentaire pour aller jusqu'à la neutralité carbone en 2050 sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Monsieur Bourdon, juste une question en fait d'un internaute je lis sa question. J'ai cru comprendre que la part d'importation du ciment consommé en France était très faible car le coût d'importation était significatif. Un signal prix carbone à travers le marché européen se traduirait-il vraiment par une hausse des importations de ciment? Tout à fait. Donc aujourd'hui, les importations de ciment sont de l'ordre de 10% de la consommation du marché et c'est en croissance. Il y a un risque majeur. Alors, il y a une étude interne qui a été faite au niveau de l'association des cimentiers européens, Sembureau, et qui montrait qu'avec sans mécanisme d'ajustement carbone, avec un prix de CO2 au-delà de 28 eurotonnes, ce qui est presque le cas aujourd'hui, il y a un risque majeur que l'importation puisse monter jusqu'à des 30%. Pourquoi? Parce que très proche de la France, il y a la Méditerranée, et de l'autre côté de la Méditerranée, il y a la Turquie, qui est dans une situation de surcapacité de production, avec des outils qui ont été installés en bord de mer, et avec la ferme volonté d'exporter.
Et pour eux, c'est une aubaine. Merci beaucoup, monsieur Bourdon, c'est très clair. Juste pour laisser un petit peu de temps de parole aux autres intervenants, je vous propose qu'on continue et puis on pourra revenir sur cet échange. Ouais. On a voulu aux 24 heures du climat donner la parole aussi au territoire, et le fait de la crise sanitaire nous a amené à le faire par visio, nous donne cette occasion de faire parler aussi les personnes au sein des territoires. Et on l'a vu, l'industrie lourde est concentrée sur certains sites où il y a plusieurs industries voilà, qui sont au même endroit. Et Corinne Ramon-Bordès, vous êtes directrice générale déléguée de Solamet Merex, mais également présidente d'une association qui s'appelle Picto et qui rassemble des industriels de la zone de Fos-Caban-Tonquin. Quel est l'objectif de cette association? En quoi elle peut favoriser l'innovation et l'économie circulaire? Il faut activer votre micro. Pardon. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? C'est très bien. Bon, bonjour à tous. Donc en fait, je suis Corinne Ramon-Bord, donc présidente de l'association Picto. Donc Picto, c'est plateforme d'industrie et d'innovation de Caban-Tonquin, qui est située à Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône. Donc effectivement, on est implanté sur le grand port maritime. Ça représente 1200 hectares. Et ça regroupe 18 industriels, et donc des industriels, effectivement, qu'on peut considérer comme industrie lourde, puisqu'il y a de la chimie, il y a de l'énergie, il y a du granulat, il y a du traitement des déchets, la sidérurgie. Donc, c'est 1500 emplois directs. Notre association, en fait, est née de la volonté d'industriels, engagée depuis 2015 dans l'écologie industrielle. Et comme le disait Thomas Gourdon, c'est une association qui regroupe les industriels et le grand port maritime en tant qu'aménageur, mais aussi dans notre association, nous avons une vingtaine de membres qualifiés qui représentent l'État, les collectivités locales et les pôles de compétitivité. Donc nos missions, et ça rentre tout à fait dans la démarche dont on est en train de parler, c'est de faciliter les synergies entre les industriels, d'innover et d'accompagner la mutation du tissu industriel et du territoire, mais également soutenir l'attractivité de la zone. Donc, notre ambition pour 2020-2025, ça rentre parfaitement dans les propos qui ont été tenus par Agnès Pannier-Runacher, c'est de concilier le développement économique avec l'excellence environnementale. Et bien entendu, la problématique du CO2 et plus généralement de tous les gaz à effet de serre sont au cœur de nos priorités, de notre feuille de route. Pour notre part, on a une approche qui est, disons, très pragmatique sur le sujet de la décarbonation et de l'économie circulaire. Il n'y a pas de petits projets, tout doit être étudié, et notre rôle, c'est véritablement d'accélérer déjà les efforts qui sont faits sur chaque industriel. Donc en fait, pour avoir une petite idée de l'enjeu, sur la plateforme, on émet de 1 à 1,5 million de tonnes de CO2 par an. Beaucoup d'actions ont déjà été entreprises, qui sont des actions qui ont un impact direct sur les consommations énergétiques, qu'elles soient électriques ou fossiles, mais également sur des émissions de CO2 qui peuvent éviter. Donc un des grands axes importants, c'est justement de créer des flux entre les différents industriels, le déchet de l'un qui devient une ressource de l'autre, et c'est des émissions qui sont évitées, peut-être pas localement, mais qui sont évitées sur le bilan global. On a parlé également d'hydrogène, de décarbonation. On a 2 projets qui sont bien avancés parce qu'on a la chance d'être sur un territoire où on a en plus de l'hydrogène qui est l'hydrogène fatal. Donc d'ici à l'horizon 2024, on aura déjà 8 poids lourds qui circuleront exclusivement sur le territoire avec de l'hydrogène décarboné, et on a déjà une station de distribution. Ça, c'est un projet Air Liquide, et un autre projet sur le raccordement des navires au niveau du port, uniquement avec de l'hydrogène décarboné. Donc ça, on agit sur les sites, on agit entre les sites,
Et comme on le disait tout à l'heure, ce qui est important aussi, c'est que au bout d'un moment, on va atteindre un peu le CO2 qui est incompressible et il faut aller au-delà. Donc, on est aussi terre d'accueil et d'expérimentation de projets innovants et essentiellement orientés vers la valorisation du CO2 émis par les fumées industrielles. Donc, ça va de l'utilisation de fumée industrielle qui entre dans un procédé d'un autre industriel. Donc ça, c'est le projet Carbone Faux Pur. Les fumées de ArcelorMittal, d'un sidérurgiste, se retrouvent dans le process d'un chimiste, Covestro, qui produit des polyols et des polyuréthanes. On a Jupiter 1000, que vous avez sûrement déjà entendu, qui est une très belle vitrine de la transition énergétique, qui est géré par GRT Gaz. Donc là, on prend les fumées industrielles qui contiennent du CO2, on l'associe à de l'hydrogène qui est fatal d'un autre, et on en fait du méthane qu'on réinjecte dans le réseau de gaz. Donc voilà, il y a plusieurs projets comme ça qui se mettent en route, et comme on le disait tout à l'heure, ces projets, il faut véritablement mise sur l'intelligence collective pour accélérer cette transition. Et elle doit être faite effectivement avec les industriels, mais également avec tout le territoire, donc tous les élus, la politique qui se trouve sur notre zone. Il faut pas non plus se dire que tout est merveilleux et tout va se faire rapidement. On détecte 4 grandes familles de freins. Ça a déjà été dit par les autres intervenants. Il y a le point technologique, puisque surtout quand on parle de valorisation de CO2, il y a beaucoup de projets chez nous, des projets ailleurs. C'est des projets qui nécessitent des investissements importants, des consortiums importants de partenaires et qui n'ont pas pour le moment encore une réalité immédiate. Ce qu'il faut voir, c'est que pour que ces projets puissent avancer, c'est sûr, il faut les lancer le plus tôt possible et maintenant, puisque des fois, c'est presque de la recherche appliquée. Ça nécessite que les industriels s'investissent, puisque l'important, c'est qu'il y ait une expérimentation sur les zones industrielles et dans les industries, pour que c'est une vraie réalité. Ce qui veut dire qu'il faut quand même lutter contre les habitudes, c'est-à-dire que souvent les projets, on attend un retour sur investissement, et là c'est pas le cas. C'est de se dire qu'on se lance dans un projet et on n'attend pas une économie financière par derrière, c'est une économie en CO2. Donc ça c'est un peu le premier point. Donc il y a encore du travail sur tout ce qui est technologique. Aussi, deuxième point, c'est que véritablement, on doit composer avec des politiques et des choix antérieurs d'aménagement qui n'étaient pas du tout guidés par une logique d'écologie industrielle. Donc, je vais un peu m'expliquer, c'est-à-dire que dans les années 70, sur notre zone, jusqu'aux années 2000, il y avait de nouveaux industriels qui voulaient s'implanter sur la zone. En fait, on les mettait, tiens, on va mettre A à côté de B, alors que globalement, peut-être que B, on aurait dû mettre à côté de C, pour justement favoriser les synergies et les économies de matière et d'énergie. C'est le cas, par exemple, aussi, sur notre zone, nous avons l'incinérateur d'ordures ménagères d'Éverest. On est dans une zone qui est très loin des habitations, alors qu'ailleurs, que ce soit en France ou même dans certains autres pays européens, les ordures ménagères, on les met au cœur de la ville pour pouvoir bénéficier de leur vapeur pour alimenter les réseaux de chaleur des communautés. Donc voilà, il y a ce point-là qu'il faut toujours avoir en tête et ne pas reproduire cette même erreur dans les nouvelles implantations d'industriels. C'est d'avoir une certaine cohérence sur l'aménagement, c'est-à-dire qu'on ne met pas n'importe qui à côté de n'importe qui. On doit raisonner synergie entre les industriels. Troisième point qui peut être résumé plus ou moins réglementaire économique, la valorisation matière et des matériaux
est nécessaire, mais souvent ce sont des activités qui sont très peu rentables. Et donc, on n'a pas on peut pas aller aussi loin et aussi vite qu'on voudrait. Là aussi, je vais un petit peu m'expliquer, et je pense que l'intervention de la personne avant moi a commencé un peu à l'expliquer. C'est que il y a possibilité pour certains, avec certains procédés, de valoriser une fraction dans un produit qui actuellement partirait éventuellement en déchets. De récupérer cette matière et la revendre à un utilisateur futur, bah, parfois ça a des freins. Parce que l'utilisateur va dire, bah, moi je veux le même produit avec les mêmes caractéristiques que du produit neuf. Je veux qu'en plus il soit bien moins cher et qu'il ne modifie en rien mes procédés. Donc ça ne favorise pas en fait l'évolution. Et si on peut soumettre une idée, c'est qu'il faudrait peut-être qu'il y ait une fiscalité incitative et positive, c'est-à-dire que ceux qui jouent le jeu et qui introduisent dans leur procédé des matériaux ou des matières recyclées, par exemple, ont une diminution de taxes sur les activités polluantes, etc. Et pourquoi pas arriver à un moment, on a bien le Nutri-Score, d'avoir l'environnement score sur tous les produits. Donc ça, c'est un troisième élément. Et le dernier élément… Accélérer, oui, si vous pouvez, merci. Eh bien, j'arrive à la fin. Le dernier élément, c'est en ce qui concerne le financement de tous ces projets. C'était jusqu'à peu souvent un frein, ça ne l'est plus, et on peut qu'en remercier les moyens qui sont mis au niveau des États, des régions et de l'ADEME. Par contre, concernant le plan de relance qui a débuté, qui a été mis en route en septembre, avec la parution des différents appels à projets, le délai de réponse est extrêmement court. C'est-à-dire que c'est octobre-novembre, trop court pour ce type de projet qui souvent sont relativement complexes et nécessitent un consortium de partenaires. Et si on avait là aussi quelque chose à suggérer, c'est que ces appels à projets soient au fil de l'eau et non pas forcément avec une date butoir. Mais sinon, on est persuadé, c'est en conclusion, l'industrie, on peut être industrie lourde sur un territoire et factuellement arriver à la neutralité carbone. Mais ça, effectivement, ça nécessitera des transformations majeures et l'association des privés et des publics. Mais on arrivera avec des actions à arriver à diminuer considérablement notre impact CO2. Merci à vous. Voilà, j'ai terminé. On va dézoomer puisque vous parliez effectivement de plan de relance dont une partie vient de fonds européens. Et je vais donner la parole à Gwenolé Kozigou, directeur de la DGGO à la Commission européenne. On a effectivement ce besoin qui est remonté dans la population, de relocaliser, d'un besoin de souveraineté, de plus grande résilience. Et puis il y a l'urgence climatique qui est toujours extrêmement présente. Comment ceci s'intègre au niveau de la politique prévue par la Commission européenne ? En 5-7 minutes maximum, si vous pouvez. Vaste programme pour 5-7 minutes. Et je n'utiliserai pas l'image du sapin parce qu'elle est un peu tendue, d'après ce que j'ai compris dans le débat français actuellement. Bon, d'abord, la nouvelle commission, la commission von der Leyen, dès qu'elle est arrivée, a identifié 2 priorités pour ses travaux. Première priorité, transition climatique. Deuxième priorité, transition digitale. Donc, nous travaillons de pied ferme pour cette double transition, qui ne sont d'ailleurs pas si déliées l'une de l'autre. Si on prend la voiture de demain, il y a forte chance pour qu'elle soit zéro émission, mais qu'elle soit aussi autonome et connectée. Et en plus, l'un dans l'autre, la digitalisation, je crois que ça a été mentionné par M. Bourdon. Par exemple, pour la conception, l'imprimante 3D, ce genre de technique peut également servir à efficacité énergétique, etc. Je pense par exemple aussi que la conception des immeubles avec des outils digitaux peut également contribuer à ce genre d'effort. Donc, nous avons cette double transition. Ça a été démontré d'ailleurs parce que quasiment la première initiative qui a été lancée par cette commission est le Green Deal, le pacte vert européen,
qui nous donne la feuille de route pour avoir une économie neutre au niveau climat d'ici 2050. D'ailleurs, cette semaine, la présidente a annoncé que nous revoyons nos objectifs pour 2030 avec l'objectif de réduire de 55% par rapport à 90 les émissions de l'Union européenne. Évidemment, ce n'est pas d'un coup de baguette magique. Et dès le mois de mars, nous avons décidé d'adapter la stratégie industrielle de l'Union européenne, pas seulement pour le climat, mais aussi pour le climat, justement pour répondre à ces deux transitions, et en intégrant le volet compétitivité également, parce que nous sommes tout à fait conscients ici à la DG Gros et depuis des années, ça fait plus de 20 ans que la Commission travaille sur la transition climatique, que l'industrie, et notamment les industries intensives en énergie, si elles ont des efforts à faire au niveau de leur processus de production, sont aussi un outil pour réussir cette transition. Si vous regardez une éolienne, vous regardez le tonnes d'acier qu'elle contient, etc., etc. Donc, si vous regardez la digitalisation, ça ne se fait pas sans les industries intensives en énergie qui sont à la base de la plupart de nos écosystèmes. La stratégie industrielle a d'ailleurs pris en compte un autre élément, peut-être avec un côté un peu visionnaire, mais qui a été renforcé par la crise Covid, et vous venez de le mentionner, c'est au-delà de la transition climatique et de la transition digitale, le fait que nous avons un problème, alors on peut l'appeler autonomie stratégique, on peut l'appeler résilience, ça dépend un peu des religions de chacun. Il y a des termes qui sont plus ou moins acceptés selon d'où on vient, mais de la nécessité d'avoir une industrie plus résiliente. Donc, nous visons aussi des efforts accrus en matière de diversification et de résilience. Vous avez mentionné le plan de relance. Sur la base de la stratégie industrielle qui s'appuie sur le concept d'écosystème, et nous en avons identifié 14, nous souhaitons également que le plan de relance se base sur le redressement des écosystèmes industriels. Et un de 14 écosystèmes est effectivement les industries à forte intensité énergétique. Pourquoi? Parce que nous avons une certaine expérience de cette approche qui vise à remettre tous les acteurs ensemble. Ça nous permet d'identifier les besoins, mais également les manques. Je vous donne un exemple. La première fois qu'on a, un des exemples les plus marquants, c'est l'Alliance européenne des batteries. On a rassemblé tous les acteurs des batteries, ça nous a permis de mobiliser l'investissement privé, de voir où étaient les acheteurs qui pourraient justifier l'investissement par les producteurs de cellules et de batteries. Ça nous a permis également de mobiliser les fonds publics, et pas les fonds publics européens, au-delà des fonds publics européens via la Banque européenne d'investissement et les fonds publics nationaux, à travers des projets européens, des projets d'importance européenne. Qui permettent également une adaptation des règles d'État, des disciplines en matière d'aide d'État. Mais ça nous a aussi permis d'identifier, je vous donne un exemple, que dans le processus de production, le lithium qui est nécessaire pour ces batteries, même si on a tout le lithium dont nous avons besoin, et que nous ne produisons actuellement pas en quantité suffisante en Europe, loin de là, nous n'avons pas de facilité pour le raffiner. Donc, nous importons tout le lithium, nous l'envoyons de manière caricaturale, nous l'envoyons en Chine et nous espérons qu'il reviendra sous forme de produits transformés. C'est clairement le genre de choses qui, en matière de résilience, peut poser quelques questions. Donc, c'est aussi l'aspect positif de cette approche en écosystème. Merci, M. Cozigo. Si vous avez un dernier mot pour laisser la parole ensuite à Oliver Sartor. Je vais simplement terminer rapidement. On a aussi lancé une alliance hydrogène. Nous avons également un groupe à haut niveau pour les industries intensives en énergie qui nous a permis de développer un plan directeur où tout le monde s'est mis d'accord sur les priorités. Et je finirai simplement par dire qu'au-delà de la législation, que ce soit ETS, que ce soit les directives sur l'efficacité énergétique, nous travaillons actuellement sur plusieurs axes qui nous semblent essentiels. Premier axe, recherche, développement, innovation, notamment dans la conception du programme de recherche pour 2021-2028 Horizon Europe. Infrastructure,
Et là, la coordination entre les approches européennes, nationales, régionales sera nécessaire, ne serait-ce que pour avoir l'électricité propre qui arrive aux industries intensives en énergie là où ils en ont besoin. Matières premières, parce que nous sommes convaincus que la pression que nous avons actuellement sur les énergies fossiles va être remplacée à travers la transition climatique par une pression sur les matières premières. Donc, il est important pour nous de développer la production en Europe de matières premières primaires, la diversification des sources à l'extérieur de l'Europe et la circularité, de manière à ce que nous ayons davantage de matières premières secondaires qui nous permettent de réduire la pression également. D'où l'importance de l'économie circulaire qui, avec le CCU, CCS, sera Merci, un monsieur. peu pollen. Et je Merci. un élément qui n'a pas été mentionné, quand on parle de compétitivité, l'importance de notre marché intérieur, le mécanisme d'ajustement carbone sur lequel nous travaillons actuellement, et peut-être aussi important, des travaux que nous avons également commencé sur ce qu'on appelle la politique du produit durable. Le produit qui sera propre, produit par l'industrie européenne, exemple la tonne d'acier, risque d'être plus cher que la tonne d'acier ou que le produit produit selon des formules sales. Et là, il est important de permettre à l'industrie de différencier ses produits sur le marché. Donc, nous travaillons à ce sujet. Merci à vous pour cette intervention. Olivier Sartor, conseiller industriel à l'Agora Energy 22. Donc, selon vous, est-ce que les conditions sont réunies pour réussir cette transition et cette transformation? Merci beaucoup, Anne, et merci pour l'invitation à parler aujourd'hui. Donc, Agora Energy 22, juste pour nous introduire, c'est une organisation de recherche indépendante européenne sur la politique climat et énergie, basée à Berlin, mais aussi à Bruxelles, et on a des petites activités en France aussi. Nous avons, en 2019, publié une grande étude sur les conditions, justement, pour la décarbonation de l'industrie lourde en Allemagne. Et je voulais partager avec vous quelques résultats principaux. Le premier qui était mentionné, c'est que, en fait, comme Eric Bourdon, c'est qu'on a maintenant, dans les prochains 5-10 ans, entre 30 et 60% de nos actifs dans le secteur ciment, acier et les vapocrackers qui auront besoin d'être remplacés ou besoin de réinvestissements très significatifs pour continuer leurs opérations. Et comme ces actifs vont durer jusqu'en 2050 dans la forme sur laquelle on réinvestisse, il est très important qu'on met en place de façon assez urgente les politiques et les incitations pour que ce soit les investissements compatibles avec la neutralité en carbone. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment penser aux ces technologies de rupture qui étaient mentionnées. Peut-être un deuxième élément, c'est que ce qu'on voit dans les scénarios de décarbonation, c'est qu'il y a peut-être deux éléments extrêmement importants. Une, c'est ce que Thomas Gourdon a appelé la sobriété, mais on peut aussi appeler la circularité, l'économie circulaire. C'est qu'entre 30 et 50% des réductions d'émissions pourraient, si on pousse les politiques suffisamment loin, venir de ce type d'action-là. Il y a plusieurs aspects dans ces questions. Je ne vais pas prendre le temps de les aborder, mais je pense qu'une chose très importante, c'est pas simplement le montant de recyclage, c'est la qualité de recyclage. On a tendance à mettre des objectifs pour la quantité de recyclage. Le problème, c'est si on n'a pas une bonne qualité de métaux qui sort à la fin de vie des biens, on ne peut pas le recycler en fait pour remplacer les produits primaires de bonne qualité. Et donc, ça relève des questions de conception de produits au début de sa vie, mais aussi de sa traitement à la fin de sa vie et le triage, etc. Un deuxième élément sur l'économie circulaire, c'est il y a tout un tas de technologies qui sont en train d'émerger. On a le recyclage chimique, par exemple. Je pense que Eric Bourdon a mentionné les éléments dans le secteur du ciment qui sont intéressants. Il y a des imprimeurs 3D éventuellement pour les métaux. Il y a toute une révolution qui pourrait arriver sur les technologies qu'il faut soutenir. Et puis, je pense que le troisième élément, c'est les incitations. Il y a des chaînes de valeur longues, complexes, avec des arbitrages parfois entre le coût de travail, les actions qui sont plus favorables à l'efficacité des ressources ou la réduction de CO2. Il faut des incitations qui sont très fortes là-dessus. Jusqu'ici, il me semble que les politiques en Allemagne et peut-être aussi en France se sont concentrées plus sur l'économie circulaire, sur les choses comme les emballages, les plastiques, peut-être les textiles. Mais il faut vraiment qu'on devienne plus sérieux sur
ces secteurs comme la construction, les véhicules, etc., où beaucoup de ces produits très intensifs en CO2 industriel arrivent. Je pense sur les conditions pour décarboner. Donc, j'ai mentionné l'économie circulaire. Je pense qu'un deuxième, c'est la justification économique pour l'investissement dans ces technologies de rupture. Souvent, ces technologies sont entre 20 et 80% plus chères que les technologies conventionnelles. Et donc, il n'y a aucune raison pour une entreprise à investir là-dedans aujourd'hui. Le prix du CO2 du marché au carbone européen peut aider jusqu'à un certain point, mais notre provision, c'est que ça serait, même avec une réforme du marché, ça ne serait pas suffisant d'ici 2030 pour que cette technologie soit bancable. Et ça veut dire qu'il faut réfléchir à des instruments de complément de rémunération pour ce type de site pour qu'il y ait une justification économique pour qu'ils aient lieu. Je pense un troisième élément, c'est la question, il n'y a pas de demande pour les produits bas carbone. Je pense que c'était aussi mentionné par M. Bourdon. C'est vrai s'il n'y a pas de marché pour ces produits, c'est difficile pour les entreprises à les développer. Je pense qu'il y a plusieurs éléments politiques qui peuvent aller dans le sens d'attaquer ce problème. Un, c'est que les commandes publiques, ça peut parfois être une bonne moyenne d'entraîner des marchés pour apprendre à utiliser ces nouvelles innovations, ces nouveaux produits innovants. Il y a la labellisation parfois bas carbone qui peut aider aussi à distinguer quel est vraiment un produit bas carbone pour les acheteurs éventuellement un peu plus progressistes. Et puis la question des mandats ou des standards sur les produits qui peut aider aussi. Le quatrième élément qu'on a identifié, c'est l'infrastructure. Évidemment, l'hydrogène va être très important dans le secteur de la pétrochimie ou de l'acier. Je vois que c'était bien reconnu en France. Après, je pense que ce qu'il faut comprendre sur l'hydrogène, c'est que ce n'est pas simplement une question de développer l'infrastructure. Il faut penser la demande pour ces productions d'hydrogène en même temps. Donc, ça veut dire la raison économique pour à la fois la production et la demande pour cet hydrogène doit être développée en même temps. Et donc, ça m'amène à être d'accord avec M. Gourdon de l'ADEME sur le fait que l'analyse vraiment fine au niveau des clusters industriels devient très, très important pour planifier cette transition. Il me semble qu'aujourd'hui, il y a toute une question aussi sur la responsabilité, sur le déploiement d'infrastructures et la régulation de l'infrastructure pour les nouvelles infrastructures du type CCS et aussi hydrogène qui vont parfois être des monopoles, en fait. Et donc, il y a des questions à tacler sur cet angle-là aussi. Merci, Oliver. Ouais. Et puis, juste une dernière phrase. Oui. Le dernier point, c'est je suis d'accord également sur la question de carbon leakage qui a été mentionné. Après, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est quelque chose où, c'est un jeu diplomatique. C'est pas quelque chose où l'Europe, en étant uniquement unilatérale dans sa façon d'aborder les questions, va forcément réussir. Il faut qu'on ait aussi une stratégie diplomatique avec nos grands partenaires commerciaux. Merci à tous. C'est très frustrant parce que c'était effectivement très court, alors que c'est un grand défi qui est face à nous avec beaucoup de pistes, de freins, de discussions sur le prix aussi des produits, sur la consommation et sur les technologies. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler à d'autres moments. Je vous remercie tous. Au revoir. Voilà, je crois qu'on est en dehors de la ligne. Je suis désolée pour ceux que j'ai dû couper, mais voilà, c'était malheureusement court. Et puis, j'ai essayé de garder un peu de temps pour les derniers. En tout cas, je pense que ça a permis d'avoir un petit aperçu des tenants et aboutissants de ce sujet qui n'est pas très, très connu, effectivement, encore quand on parle climat. Et je suis désolée pour la frustration de tous ceux que j'ai dû couper. Merci beaucoup à tous. Effectivement, c'est un peu frustrant, mais merci pour vos interventions, vraiment. Merci pour l'invitation. Au revoir. Merci, au revoir. Une bonne journée. Au revoir. Merci pour l'invitation. Bon. On a lancé avec... Madame Ramon-Borde, je crois que vous êtes...
Il reste quelqu'un sur la table ronde? Oui, Madame Ramon-Borde, mais je vais la mettre dans la salle de... Madame Ramon-Borde, je vais la mettre dans la salle. Voilà. Tac. Elle ne doit pas revenir, Madame Ramon-Borde, hein. Non, non, c'est bon. Ok, super. Elle a dû partir, effectivement. Bon, désolé pour le retard. C'était dense, 6 personnes. Bah, je crois que ça a été pour le retard, vous avez vu? D'accord. Bon, bah, j'espère que ça décalera pas tout. Voilà, on essaiera de se rattraper sur une table ronde où ils sont que 3. Ouais, c'est sûr. Merci beaucoup, à tout de suite. Oui? 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 Oui, on peut faire la même chose sans problème. Après, s'ils sont connectés à l'avance, je pense que c'est pas mal de leur montrer avant. Alors, attends, c'était laquelle là? C'est la 13, la prochaine. Est-ce que je l'ai? Ouvrir avec QuickTime. Ouais, et ben du coup, ce que je vais faire, c'est que... Parce que je peux aussi peut-être partager mon écran, non? Pour qu'ils voient la vidéo, tu vois. Là, tu me vois ou pas?